Ce que vous allez entendre et voir est l'histoire d'un homme normal et sans prétention. Un petit gars de chez nous qui, bien malgré lui, a été un acteur principal dans ce qui ne peut être autrement expliqué que des événements qui ont façonné notre histoire. Nul n'aurait pu prévoir son cheminement. Un trajet inimaginable qui influença le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Sa vie n'a été racontée qu'à l'occasion, seulement en privé, pour une poignée de gens privilégiés. Ce que nous vous présentons est le récit grandiose et insoupçonné de l'un des Québécois les plus influents des 40 dernières années. Voici l'histoire de Paul Lafortune. Le petit Lafortune voit le jour le 10 juin 1930 à Sept-Îles. Sa mère, Laurence Sarrazin, est éducatrice et son père, Conrad Lafortune, lui, s'occupe de la ferme familiale. Lorsque Paul est âgé de 8 ans, sa mère, qui est aussi son professeur, commence à comprendre que son fils est nettement en avance sur les autres élèves de la classe. Elle remarque que sa compréhension des mots, ses structures de phrases et surtout sa façon d'être avec les autres enfants font du petit Polo le centre de l'attention. Elle note aussi que même les adultes du village sont attirés par sa personnalité unique. Paul, lui, reste simple et souriant. À l'âge de 16 ans, Paul déménage à Montréal et décroche rapidement un emploi à la poste. Après quelques mois, il décide d'accueillir ses parents dans la grande ville. Pour célébrer les retrouvailles, Paul les invite à cette nouveauté qui frappe le Québec et qui fait tant d'adeptes encore aujourd'hui, le fameux buffet chinois. Une fois à l'intérieur du resto, Paul leur présente un sympathique personnage, Monsieur Toc. Le propriétaire, originaire d'Hong Kong, s'était lié d'amitié avec Polo, qui était devenu en sorte le petit-fils adoptif du vieux Chinois. Les parents de Paul étaient heureux de voir que leur garçon se faisait si facilement de nouveaux amis. Ils retournèrent donc à cette île, quelques jours plus tard, l'esprit en paix. Paul aime sa vie à Montréal. Il a un emploi stable, des bons amis et surtout adore les serveuses de chez Monsieur Toc. Un certain soir, il va même jusqu'à tenter sa chance avec l'une d'elles en lui rédigeant, sur un petit bout de papier, un poème qu'il dissimule dans son dessert. Observant à distance, Monsieur Toc trouve l'idée géniale. Il demande donc à Paul de lui écrire quelques messages qu'il pourrait remettre à ses clients cachés dans un biscuit sucré. Paul accepte avec joie et se met tout de suite à l'ouvrage en écrivant des pensées à caractère philosophique. Monsieur Toc créa, pour la première fois de l'histoire, un concept inusité, maintenant présent dans plus de 97 pays du monde, le mystique Fortune Cookie, connu originalement sous le nom du biscuit Lafortune. En l'espace de quelques années seulement, le buffet Wing Wong devient les entreprises Wing Wong Inc. Avec des Fortune Cookies servis dans près de 1400 restaurants et boutiques tout le long de la côte est de l'Amérique du Nord, Monsieur Toc était devenu un homme d'influence majeur. Éventuellement, il finit par vendre son concept à un cousin, Makoto Agiwara, de San Francisco, pour la modique somme de 2 millions de dollars US. Et tout cela grâce à Paul Lafortune. Monsieur Toc, avec une grande générosité, décide de remercier son ami Paul en l'invitant à une soirée qui, encore une fois, amènera Paul à faire de nouvelles rencontres. C'est donc le 6 juin 1959 que Paul Lafortune est un distingué invité pour la campagne électorale d'un sénateur vedette en pleine course à la présidence des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. C'est durant cette soirée, où se croisent vedettes et gens de l'establishment américain, que Paul Lafortune, ce jeune Québécois à la personnalité magnétique, fait la rencontre du célèbre futur président. Durant une brève conversation, Kennedy, intéressé par les origines de Paul, lui demande ce qu'il s'attend de l'Amérique. Paul, sans hésiter, lui répondra « Demandez-moi plutôt ce dont l'Amérique s'attend de moi. » And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Plusieurs années après,
les mémoires de Kennedy ont révélé qu'il avait bel et bien rencontré un certain M. Lafortune qui lui aurait inspiré son fameux discours inaugural de 1960. Paul Lafortune se sent quelque peu floué que Kennedy ait repris ses paroles sans lui en avoir parlé, mais ses liens d'amitié avec Jackie lui fait vite oublier cet incident. En 1962, Paul décide d'aller rester aux États-Unis, aux grandes dames de ses parents, pour poursuivre une carrière en journalisme. En effet, l'un des amis de la famille Kennedy, Peter Blake, éditeur en chef du New York Times, offre à Paul son premier emploi, et ce, à la demande du président lui-même, pour, bien entendu, se faire pardonner. En 1966, après 4 années fructueuses passées au journal, Paul commence à s'ennuyer de son pays. Et il décide donc de couvrir un dernier événement médiatique. Après la tragédie survenue à Dallas en 1963, l'inauguration du centre spatial JFK en Floride lui semblait une belle façon de rendre un dernier hommage à son ami avant de rentrer au bercail. C'est lors de cet événement que Paul Lafortune sera de nouveau à l'origine d'un moment historique. Plusieurs témoins racontèrent que lorsque les entrevues officielles furent terminées, Paul se serait discrètement dirigé vers un des aventuriers de l'espace, un dénommé Neil Armstrong. C'est lors de cette discussion qu'Armstrong, clairement enchanté par l'enthousiasme de Paul, lui aurait avoué qu'il espérait être le premier humain à marcher sur la Lune. Cependant, ce que les livres d'histoire ne racontent pas, c'est que Paul Lafortune aurait dit à Armstrong « I hope you get the chance to take a one small step for a man. That would be a giant leap for mankind. » Armstrong l'aurait remercié et lui aurait demandé son nom. L'astronaute aurait répété « Apollo, that's nice !» En 1967, c'est l'été du siècle à Montréal. Paul Lafortune, finalement de retour, rêve à sa petite vie simple d'autrefois. Mais Paul est toujours en demande et sa personnalité attirante le mène tout droit au bureau du maire Jean Drapeau à titre de consultant privé. Il écrit plusieurs textes officiels, des discours, des communiqués de presse et autres documents pour la mairie. Les choses vont tellement bien qu'il se fait offrir un mandat spécial, celui de rédiger le discours que prononcera un chef d'État très important. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Prononcés par le général Charles de Gaulle, furent les seuls mots retenus de tout son discours. Paul était bouleversé de voir que de Gaulle avait ajouté le mot « libre » à la fin de son allocution, alors qu'il voulait seulement signifier au général qu'il pouvait conclure librement son discours. Cet événement très controversé alla être malheureusement le dernier salut de Paul Lafortune. Il disparut à jamais sans laisser aucune trace. À part, comme on peut le voir sous ce vidéo amateur tourné en 1968 aux abords du lac des Castors. L'année suivante, le rêve de Neil Armstrong se réalisa. Ouais. Mais ça, ouais. Je vais le dire, vive le Québec libre. Ouais.